Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 109. Alors dans cette chronique, je ne traiterai pas bien entendu du sujet des gilets jaunes, pour la simple et bonne raison que presque tout a été dit concernant ce sujet, et plus le mouvement perdure, plus bien entendu de plus en plus d'escrocs en mal d'audimat cherchent à récupérer le mouvement. Je vais rester dans un domaine qui me semble, je dirais, tout à fait utile, et je dirais ciblé, qui est le fameux problème entre le lumpenprolétariat et le prolétariat, s'il en est réel, dont effectivement, manifestement, cela se traduit par cette, je dirais, cette organisation protéiforme sans, sans chef direct ou sans leader charismatique que sont les gilets jaunes. Alors, bien entendu, nous sommes aujourd'hui victimes de la mondialisation, puisque nous considérons que nous avons en l'espèce que des gestionnaires et certainement pas de leaders, et c'est ce qui finalement traduit cette véritable problématique d'organisation pouvant mener à un but commun. Alors, je vais essayer d'expliquer ce qui fait la nuance et la différence entre, d'une part, le lumpenprolétariat, le plus souvent, bien entendu, je dirais, comme disait Marx en 1852, où il écrivait que Napoléon avait formé sous la façade d'une société de bienfaisance, ce que peut-être également aujourd'hui, non pas l'État, mais un modèle d'exercice de société ultra consumériste, peut se copier-coller avec une sorte de réactualisation ou effectivement une force d'intervention un peu disloquée, mais traduisant un mode de fonctionnement de la société marchande qui lui est dévoué par ses codes, je dirais, ses codes de consommation, et bien entendu, dont l'origine, si je puis m'exprimer ainsi, n'a ni ressources, ni, je dirais, de strates connues. D'une manière générale, pour essayer de réactualiser ce que Marx écrivait en son temps, ces fameux rebuts laissés pour compte de toutes les classes sociales, que Marx qualifiait de vagabonds, de l'époque, ou de soldats renvoyés de l'armée, échappés des casernes, ou des bagnes, escrocs, voleurs à la roulotte, saltimbanques, escamoteurs et pickpockets, et la liste serait très très longue. Bref, en un mot, toute cette masse errante, fluctuante et allant de ci, je dirais de là, que les Français appellent plus exactement, et faites attention au terme que je vais employer, ce que les Français appellent la bohème. Vous voyez que aujourd'hui, en le cas d'espèce, nous sommes également dirigés par des bobos. Donc, si cela est la bohème, je peux comprendre aujourd'hui cette forme de tolérance qu'ont les élites à l'égard du lumpenprolétariat, puisqu'ils utilisent les mêmes codes, ce que j'appelle les codes de l'ultra-consommation et de la mondialisation. Alors, si on prend, par exemple, l'espèce, la cité libérée ressemblerait trait pour trait, je dirais, à cela. Une sorte de sous-prolétariat dénué de conscience de classe, un sous-prolétariat composé de peu de prolétaires,
sous-prolétariat perméable aux discours les plus simplistes, lui permettant d'évacuer toute responsabilité personnelle de la cause de ses malheurs. Une sorte de sous-prolétariat se jetant de plein gré dans les promesses du capitalisme mal compris, dans des illusions de la consommation, car un sous-prolétariat qui n'a aucune volonté de lutter contre l'exploitation et qui ne souhaite qu'assouvir ses désirs et pulsions. Encore une fois, nous parlons bien entendu d'un sous-prolétariat qui n'est pas sensible aux souffrances des classes, victimes de la mondialisation ou des réformes d'un pouvoir qui de plus en plus n'est plus du tout au contact de sa population. Également un sous-prolétariat qui ne se préoccupe pas du voisin, ne donnant plus signe de vie depuis 3 mois, et dont, seule l'odeur pestilentielle l'amène à réagir. N'oublions pas que ce sous-prolétariat de miséreux qui se fiche de la misère, ce fameux sous-prolétariat au service d'un capitalisme, encore une fois, mal compris. Quand je parle mal compris, il faut lui donner sa gouverne que le capitalisme aujourd'hui spéculatif n'est pas le capitalisme entrepreneurial qu'il y a pu y avoir, pendant les 30 glorieuses. Bien qu'il y aurait tant à dire, puisque Kluskar nous a bien expliqué ce que fut finalement au fond les 30 glorieuses et ce à quoi elle nous a amenés. Mais ce n'est pas le sujet. N'oublions pas que ce Lumpenprolétariat pense qu'à sa petite personne, pour ne pas dire pense qu'à sa gueule, excusez-moi l'expression, parce que, arrosés de prestations sociales, les sous-prolos se précipitent pour acheter des packs. Aussi bien, bière, parce qu'arrosés aux prestations sociales, les sous-prolos se précipitent pour jouer au loto ou acheter les dernières marques des produits, les plus en vogue. Parlons par exemple du loto. Le loto, c'est la plus grande arnaque du siècle, hein. Que dis-je? Même de l'histoire, puisqu'on est arrivé même à faire un loto européen. On peut même classifier le loto comme un phénomène de société. Un phénomène de société aberrant, affligeant, un phénomène, amplement révélateur de l'individualisme et de l'égoïsme de toute une génération. J'irai même plus loin dans ce phénomène de société qui a participé au développement d'une nouvelle culture, ou plutôt ce qui a en cas d'espèce sorte d'ersatz, plus communément appelée sous-culture de la consommation, qui allait peu à peu s'infiltrer dans les classes populaires et encore plus chez les sous-prolos rêvant d'accéder à cette vie promise par la publicité. Alors cette culture de l'ego que chérissent les entreprises et les publicitaires, cette culture du moi au-dessus du nous, que chérissent bien entendu les politiques, dont le seul programme est la relance de la croissance par la consommation, et le loto, c'est la consommation du rêve, la consommation de l'espoir. N'oublions pas que le loto a été créé en 1975 par un décret du Premier ministre de l'époque, que fut Jacques Chirac. En 2011, le loto générait un chiffre d'affaires de 1,522 milliards et comptait près de 5 millions d'utilisateurs réguliers. Pardon. Je pense qu'il serait là ou inutile de préciser que la majorité des joueurs sont issus, bien entendu, des classes populaires et pauvres.
n'ayant plus d'espoir que de s'enrichir que par le jeu de hasard. En plus d'être un vivier pour la Française des Jeux, le sous-prolétariat est un vivier également pour toutes les formes d'extrémisme. Parce que d'une part, les sous-prolos sont touchés en premier lieu par les crises, à l'identique des classes populaires, et bien entendu des classes moyennes aujourd'hui, ce qui revient de plus en plus à dire que cela est la même chose. Nous pouvons constater que lors des dernières élections européennes de 2014, le Front National a surtout séduit les couches populaires, 43% des ouvriers, 38% des employés, 30% des foyers faibles, je dirais à faible revenu, et 37% d'un niveau inférieur au bac. Bon, ceci étant, bien entendu, cela se traduit par un abandon de la gauche d'une manière générale, que ce soit le Parti communiste, cherchant à être à la remorque du Parti socialiste, un Parti socialiste cherchant à être, je dirais, raccord avec l'économie de marché, abandonnant finalement au fond la classe ouvrière, et différents mouvements d'extrême gauche qui sont plus symptomatiques dans un certain paradigme imaginaire ou imaginatif des classes, je dirais, favorisées. Bref, la trahison de la gauche à l'égard du prolétariat, aujourd'hui, est un élément fondamental. D'autre part, le sous-prolo est plus sensible aux attraits de la société de consommation, plus fragile et plus influençable. Dès lors, c'est moins la peur du déclassement. Je dirais, il faut être honnête, on ne voit pas trop être déclassé lorsqu'on est déjà au plus bas de l'échelle sociale, ou quand tout le confort est dans le caniveau. Alors, ce qui l'anime, perspective, je dirais, de moins jouir des avantages de la société de consommation. Et c'est en cela sa grande crainte. Ce n'est plus cette conscience de classe qui lui permettrait de pouvoir savoir sa réalité vis-à-vis de la classe dominante qui, elle, est consciente. De plus, d'autres paramètres totalement occultés par les dits spécialistes, entre guillemets, le vote anti-immigration, et souvent raciste, s'explique par le sentiment d'insécurité culturelle qui touche cette fois toutes les couches. Et cela n'est pas une fadaise, bel et bien une réalité, puisque senti par les couches populaires, et pas seulement, je dirais, les prolétaires, également les classes moyennes. Alors en effet, la disparition des consciences de classe, via la chute du communisme et du syndicalisme, dont ces deux outils, ces deux organes, se sont mis à la remorque du Parti socialiste, qui lui-même a la remorque d'une certaine gestion des affaires, a entraîné la disparition des valeurs communes que ces dernières véhiculaient. Dirigés par des professionnels de la politique, avant tout, je dirais, soucieux de conquérir et de conserver leur siège et leur émolument, la République ne porte pas non plus de valeurs communes qu'elle prétend pourtant incarner. Cette République, constamment dans la négociation ou même dans le laxisme le plus terrible, a pour conséquence, bien évidemment, de laisser les vrais prolétaires, voulant se défendre contre plusieurs fronts, à la fois contre un pouvoir injuste qui ne fait
fait fi de leur réalité et d'un lumpenprolétariat, bien entendu, étant présent lors des manifestations pour orienter les violences. Alors, bien entendu, si la République n'incarne plus les valeurs qu'elle devrait défendre, nous pouvons considérer qu'ils ont sacrifié le social, car la nouvelle distribution des cartes dans le jeu de la mondialisation les a contraints. Nous avons aujourd'hui beaucoup de responsables politiques qui ont préféré la lâcheté et la jouissance plutôt que la précarité et le courage. Ils y ont substitué le culturel et l'identitaire pour maintenir l'illusion des luttes d'antan. Liberté, égalité, fraternité, c'est juste pour la décoration, sur le mur des bâtiments publics, sur les enseignes. Donc, sans aucun projet commun, sans conscience de classe, sans patriotisme, sans souci de la collectivité, les classes populaires, ouvriers et employés sont devenus culturellement identiques au sous-prolétariat puisque laissés pour compte. Des atomes errants sans but, sans idéal, avec pour seul moteur l'assouvissement des désirs individuels. À côté d'eux, importés pour satisfaire d'un patriarcat patronal friand d'ouvriers dociles et de travailleurs, les immigrés ont engendré une descendance, et celle-ci, aujourd'hui visible, de plus en plus visible, car cette visibilité est le développement d'une pratique religieuse et culturelle réelle, qui traduisent à tort ou à raison, dans l'esprit des classes populaires, une conscience communautaire forte et une identité assumée. Alors, le traitement médiatique de cette présence a une résonance particulièrement inquiétante dans les esprits des individus atomisés, sans conscience de classe et porteurs d'une identité collective effritée. Le sentiment, qui est un sentiment réel aujourd'hui, d'envahissement se conjugue avec la détestation de soi, chère à Poutine dans ses analyses vis-à-vis de la société qu'il refuse d'avoir. Non seulement les élites ont valorisé les différences culturelles, qu'elles soient portées par leurs immigrés et leurs enfants, ou encore des nouveaux lobbies, tels que le lobby gay par exemple, une sorte de modèle de société dans certains secteurs de la capitale. Mais elles ont plus méprisé les racines des autochtones, faisant du désir d'enracinement de ces derniers l'expression, je dirais, d'une existence originelle. Alors bien entendu, le FN, machine à perdre, et je dirais outil pour contenir le mécontentement, apporte une grille de lecture à une ou deux entrées, ce qui permet de penser comprendre le monde en faisant peu d'efforts intellectuels. En ce sens, on peut affirmer que la classe populaire, de plus en plus, se lumpenise d'une façon inexorable. Alors, il faut bien comprendre qu'au début des années 2000, les bars de la cité libérée sont détruites et de nouveaux pavillons coquets sont construits. Ce changement marque une volonté des politiques d'en finir avec un climat sombre et puant. Certaines familles sont délocalisées et d'autres arrivent. C'est une nouvelle ère qui s'installe dans une ville où la population issue de l'immigration maghrébine et africaine est très faible. Cette transformation de l'habitat donne le sentiment aux habitants d'accéder à un nouveau mode de vie, digne des classes moyennes. Un nouveau mode de vie à préserver de ceux qui mettent en danger
l'identité nationale. Avant cela, personne ne s'était questionné sur l'identité nationale. Ce dont le Front National parle sans cesse, ceux qui imposent le voile, le halal, la non-mixité à la piscine, ceux qui ne veulent pas faire la minute de silence et refusent d'être Charlie, par exemple, ceux dont les médias valident au quotidien le potentiel de nuisance, ceux qui refusent nos valeurs. Avant cela, personne ne s'inquiétait de la perte des valeurs républicaines vendues par nos politiques. Cela même, ce sont, bien entendu, d'une manière générale, ce nouveau groupe dont manifestement la visibilité devient imparable. Alors n'oublions pas que si effectivement cela se traduit par une réalité de plus en plus manifeste, on ne peut pas, je dirais, faire fi de cette réalité où le lumpenprolétariat devient les mouvements d'agression à l'égard du mouvement prolétaire. Et effectivement, si je reprends un petit peu les discours de Georges Marchais, ô combien calomniés par les libéraux libertaires, sur la question de l'immigration par la gauche petite bourgeoise. Alors effectivement, plantons le décor d'une façon réelle et sérieuse. Il n'y a pas de différence aux yeux des communistes d'une manière générale entre le travailleur français et le travailleur immigré, puisque pour un communiste patriote, le travailleur immigré comme le travailleur français doit être, je dirais, en accord avec les mouvements de lutte patriotique, dont la préservation et la protection de l'emploi. Mais à mon sens, les communistes ne devraient pas pour autant défendre la liberté de l'immigration s'ils veulent renouer avec les masses. La solidarité des militants de gauche avec les réfugiés est louable. Bon, après tout. Mais elle tend à accréditer l'idée qu'ils sont partisans d'ouvrir totalement les frontières à la main-d'œuvre provenant d'extérieur, et garantir finalement le dumping social. Prenons l'exemple de certains militants de la sphère du NPA, fondateurs du PCF ou du Parti communiste français, ont d'ailleurs allègrement franchi le pas depuis longtemps. Or, à l'intérieur du système capitaliste, on ne va pas changer ce système demain matin. Ce sont les frontières qui préservent, encore une fois, en dernière analyse, le niveau des salaires et des acquis sociaux. Alors, une campagne implicite pour libéraliser les immigrations internationales se développe, organisée par des magnats ou des saltimbanques de la finance, tels que peut-être George Soros, en exploitant les images terribles des naufragés de la Méditerranée et des migrants maltraités par la police aux frontières de l'espace de Schengen, appelant chez l'individu l'affectif et non plus la raison. On veut faire passer les migrations à l'heure de la mondialisation pour une nécessité inévitable et en définitive positive pour la modernité, et faire apparaître du même coup toute opposition à leur développement comme un signe de sclérose et d'inhumanité, voire même pire, de racisme. On sait que les militants se laissent facilement prendre au piège par les sentiments de nos jours, depuis qu'ils ont perdu l'intelligence du marxisme et de son analyse, en cédant, je dirais, à la pression morale des médias mainstream
Ils font cependant directement le lit, au fond, d'une extrême droite pure et dure. Alors n'oublions pas que l'émigration et les migrants ne sont en soi ni mauvais ni bons. On peut les critiquer sans être considéré automatiquement comme racistes, surtout quand on voit aujourd'hui avec quelle vitesse et quel degré ils se comportent dans une société permissive, puisque même venant d'une société où le droit traditionnel est fondamental, habitués de vivre dans des structures, je dirais, autoritaires. Alors voyager et changer de pays sont des libertés individuelles dont jouissent tous les riches, bien entendu, partout dans le monde. Les mesures de limitation de l'immigration ne s'appliquent donc, je dirais de manière générale, qu'aux pauvres, en raison de leur état de finances. Alors il faut tendre, je dirais, à terme, un monde où chacun pourrait choisir librement son pays. Mais ce n'est pas, je dirais, notre monde capitaliste d'aujourd'hui dans lequel il faudra vivre encore assez longtemps. Soyons honnêtes, la bourgeoisie, auquel on revient toujours dans ce, je dirais, dans ce débat, comme si c'était les 10 commandements qui stipulent que chacun est libre de quitter son pays, d'y revenir. Il n'affirme pas le droit de se rendre et de s'installer dans le pays de son choix. Ensuite, parlons du nationalisme invoqué ou l'identitarisme, excusez-moi du terme, de ce néologisme de beaucoup d'immigrés faisant état de leur pays d'origine, qui sont plus dans l'imaginaire que dans une réalité, car pour faire l'apologie de son pays d'origine, faut-il encore y vivre, y contribuer, y payer les impôts et y souffrir avec la population pour le développer. Il est très facile de faire, je dirais, du nationalisme dans un autre pays en y profitant, je dirais, des avantages. Je pense que le vrai patriote est celui qui vit dans son pays quand il fait état de son appartenance à tous azimuts. Alors l'exercice de ce droit suppose que l'immigrant adopte les usages du pays où il choisit de vivre et en quelque sorte s'y fonde dans la masse. En général, il migre justement dans ce but, puisqu'il a condamné le pays d'origine ou de son pays d'origine, qui ne lui a pas permis de pouvoir se réaliser, vivre dignement, garantir à ses enfants une éducation, une instruction. Sinon, au moins qu'ils fassent suffisamment de compromis pour pouvoir s'y adapter. Pour les immigrés et leurs enfants, revendiquer une fierté identitaire séparatiste ne peut aboutir qu'au rejet, voire à une auto-marginalisation. Le racisme, plus ou moins prononcé de populations autochtones, ne peut pas servir d'argument pour l'affirmation identitaire des groupes qui en sont victimes, car le séparatisme, en retour, agresse l'ensemble des autochtones, qui se sentent dépouillés peu à peu de la jouissance de leur territoire et réagissent par la xénophobie. Le cas des populations afro-américaines est particulier à cause de leur expérience de l'esclavage, de la ségrégation, et ne peut pas servir de paradigme, d'autant qu'elles sont présentes depuis Christophe Colomb et ne peuvent pas être considérées comme des immigrés aux États-Unis, ce qui est encore une autre dimension, bien que beaucoup d'enfants de l'immigration s'identifient aux Afro-Américains, ce qui est une erreur à mon sens. Et dans cette imitation, ils finissent comme l'hompen-prolétariat armé, faisant effectivement, je dirais, les affres du capitalisme consumériste en imitant des individus prenant le même, je dirais, les mêmes outils et les mêmes apparats de ceux qui sont au sommet, bref, des consuméristes. Alors en régime capitaliste, les immigrants sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché.
pour faire pression à la baisse sur les salaires et les revenus indirects. Ils sont aussi utilisés comme un capital humain, dérobé par les pays impérialistes aux pays plus faibles, qui perdent ainsi leur investissement en formation dont ils recrutent une petite partie sous forme de retour financier au pays natal. L'organisation de l'émigration massive en Europe des réfugiés syriens a également eu pour but de provoquer l'effondrement de la Syrie, le modèle de celui de la RDA en 1989, une politique socialiste réaliste, à mon sens, limiterait donc dans les faits, je dirais, le droit à l'immigration, et encore plus, comme il lui a été reproché pendant la guerre froide, à l'émigration. La mise en concurrence, ou la concurrence entre les travailleurs, engendre du ressentiment, et chez beaucoup le rejet de l'immigration et des immigrés. Ce rejet, je dirais, est un produit objectif de la situation. Et les prêches moralisateurs sont sans effet contre lui. Il faut affirmer clairement qu'être contre l'immigration et être contre les immigrés, ce n'est pas la même chose. Car même aujourd'hui, des gens issus de l'immigration s'opposent aux réfugiés, car ils n'ont pas envie que leurs enfants puissent un jour, après le pays détruit, soient dans l'obligation de réémigrer dans un autre pays. Ils ne sont pas venus d'un pays pour ensuite faire en sorte que leurs enfants émigrent ailleurs. Alors dans le premier cas, on prône un changement de politique économique qui peut être justifié ou non, qui souvent ne l'est pas, mais qui est une opinion dont l'expression est légitime. Dans le deuxième cas, on prend des boucs émissaires, attitude qui doit être combattue par les communistes ou par les véritables marxistes, par l'éducation, sauf dans le cas où on a affaire à un raciste idéologique endurci, du genre de ceux qui croient à la suprématie biologique de l'homme blanc, et qui finalement, au fond, n'est pas réaliste, puisqu'on est dans ce qu'on appelle une certaine forme d'imaginaire, et qui ne comprend que le langage de la force. Mais il est totalement abusif et honteux d'amalgamer toutes les critiques de l'immigration à ce type de position, je dirais, d'un autre temps, ou d'une période plutôt sombre. Les questions de savoir si l'immigration est bonne ou mauvaise pour la classe ouvrière du pays d'accueil, pour les pays d'origine des migrants, pour les migrants eux-mêmes, sont des questions de sociologie et d'économie scientifique, dont les réponses peuvent varier selon la situation réelle. On doit donc pouvoir en discuter sans préjugés et sans tabou. Or, aujourd'hui, le dossier de l'immigration est un dossier qui sent le soufre et dont quiconque en fait état est caviardé, pestiféré. Il faut savoir que la France est un pays traditionnel de l'immigration politique, et cette tradition d'accueil fait partie de son identité d'une manière générale. Mais il n'y a pas de raison ni de mérite à y accueillir des oligarques, des kleptocrates, des terroristes islamiques, ou d'autres causes, des fondamentalistes, des pseudo-dissidents, que ce soit cubains, chinois ou stipendiés par l'Occident, pour ne pas parler, bien entendu, d'une manière générale, des mouvements lobbyistes comme le lobby gay qui s'inquiètent de la position homosexuelle en Tchétchénie ou au Kenya. Ces pays ont d'autres soucis amplement plus importants et dont, effectivement, il serait, je dirais, insultant de ne les traduire qu'à ce genre de mandat. Ensuite, nous avons également la revendication de la régularisation automatique de tous les sans-papiers, qui est un mot d'ordre irresponsable, gauchiste. Rappelez-vous ce que disait Lénine à propos du gauchisme, et d'essence ultra-libérale. C'est ce qu'il faut bien comprendre.
Il joue son rôle dans la conjoncture sinistre qui pousse les migrants à risquer leur vie en masse en cherchant à passer en Europe à n'importe quel prix, quittant des pays, je dirais, dans une pauvreté extrême et non content d'avoir une pauvreté, mais d'interdits permanents et se lâchant directement en Occident en imaginant que tout est permis. Et cela va se traduire par des conséquences, bien entendu, sur les autochtones, et plus particulièrement la femme en est la première victime. Alors, l'idée fréquemment défendue, par exemple, à la CGT, et Dieu sait que j'ai beaucoup d'amis qui sont des ingénieurs et des économistes de la CGT, d'une certaine qualité, mais qui commettent des erreurs, comme croire qu'on pourrait faire une Europe sociale et qu'il suffirait de régulariser tous les travailleurs sans papier pour mettre fin à leur surexploitation et à la pression de la baisse qu'ils exercent sur le marché du travail. Elle ne résiste pas à l'analyse. Une telle régularisation, je dirais globale, déclenche une nouvelle arrivée massive, un appel d'air, et la situation sur le marché du travail sera encore aggravée pour les travailleurs nationaux. Et faut-il encore répéter que l'immigration est une chance pour la France? Elle l'est dans le sens où elle a toujours eu lieu dans l'intérêt de l'économie du pays d'accueil. Mais aujourd'hui, cette économie n'a plus d'intérêt. Ces gens qui viennent pour prendre et non plus pour apporter. Avant, il y avait un judicieux compromis. On apporte et on prend. Sinon, elle cesse immédiatement, comme on a pu voir en 2009 avec la crise. Mais l'intérêt de l'économie pilotée par la bourgeoisie et celui de la classe ouvrière n'est pas le même. Ce n'est pas, je dirais par bêtise ou par racisme, que les prolétaires français ou étrangers installés depuis longtemps en France sont réticents à l'égard des sans-papiers. Ils sont souvent excédés par des campagnes bien intentionnées mais irréfléchies. Et donc, cela se traduit aussi par, je dirais, la cécité de certains Madame nourrice et pauvres, en oubliant les SDF de notre pays, la précarité de nos seniors concernant des retraites, la problématique de l'habitacle. Énormément de gens maintenant vont le constater dans les rapports de l'INED, les rapports de l'OCDE ou de l'INSEE, le nombre de seniors habitant dans des mobil-homes et dans des campings, pour ne pas parler des gens qui sont des travailleurs pauvres et résident dans leur véhicule. Alors, il faut bien comprendre qu'il faut changer de ton, il faut être décomplexé par rapport au problème de l'immigration. Les communistes, enfin les véritables marxistes, pourraient, s'ils tant soit peu de courage politique, défendre un programme demandant la limitation de l'arrêt de l'immigration. Nous l'avons vu également par la représentante Sarah du mouvement Die Linke sur le refus des réfugiés en Allemagne. Donc, nous devons avoir, à un moment donné, cette conscience où l'arrêt de l'immigration, sans être confondu aux yeux du peuple qui voit juste ce que disait Mao avec l'extrême droite, mais ceux qui ne comprendraient pas bien, voici explicitement la différence entre politique restrictive de l'immigration émanant de l'extrême droite avec une telle politique émanant d'un marxisme bien compris. Alors, il faut bien comprendre là-dessus que, sans aucun doute, certains vont essayer de m'objecter avec la mauvaise foi candide que donnent les bonnes consciences, que l'on ne peut pas lutter contre l'extrême droite en reprenant son programme, mais l'extrême droite n'est pas contre l'immigration, mais contre les immigrés. Ce n'est pas, je dirais, une affaire si simple, car l'extrême droite
a su récupérer des idées qui appartenaient au Parti communiste dans les années 70. Et c'est une des raisons pourquoi ils ont intégré dans leur logiciel, ce qui est un peu différent avec le Front National des années 70, qui était pro-libéral, pro-capitaliste, pro-Pinochet, et qui aujourd'hui essaye d'atteindre les réalités sociales d'un lumpenprolétariat de plus en plus utilisé par la classe dominante contre une classe prolétaire se battant dans son propre pays pour garder ses acquis sociaux. Alors, soyons honnêtes, l'extrême droite ne veut pas arrêter le flux d'immigrants, mais chasser ou persécuter les immigrés déjà installés et leurs enfants et leurs descendants, principalement les Noirs et les musulmans. Elle n'est pas opposée, je dirais loin de là, à l'immigration de chrétiens et de blancs, peu importe. Je dirais le fait que l'immigration au départ, je dirais, soit une politique destinée à comprimer les salaires par concurrence entre exploités, ce qui devrait lui plaire. Je prends en cas d'espèce ce que avance Henri Lesquin, ayant inventé le mouvement national libéral. Lui-même ne se cache pas de vouloir brûler le code du travail. Alors, à quoi bon si effectivement faire venir des immigrés blancs pour rivaliser avec d'autres blancs, à faire du dumping social, puisque on change de couleur, mais on reste dans la même dynamique. Bien entendu, dans cette idée, au départ, cette conception est destinée à comprimer les salaires par la concurrence entre misérables, car elle pense parvenir au même résultat par la simple force de la répression. Donc elle est fétichiste, par la persécution du mouvement ouvrier. En fait, elle veut détruire la nation française réelle, fondée en 1789, et elle ne se cache pas, puisqu'elle prétend même des fois elle pense-t-elle, à réhabiliter le roi, à détruire la démocratie, et à détruire même la République. Et ils sont légions à le revendiquer, soit par pensée réelle de classe, ou par, je dirais, par sbires abrutis, n'ayant pas compris ce que cela pouvait traduire. Bien entendu, tout cela pour revenir à un fantasme de la nation traditionnelle de l'Ancien Régime, des guerres de la Révolution à la Commune et à la Seconde Guerre mondiale, et c'est elle, le parti, généralement, de la trahison des puissances étrangères, et je dirais même qu'il peut y avoir de réconciliation avec cela. Bon. N'oublions pas que même si certains néo-nazis sont obsédés par la purification de la soi-disant race blanche, son but réel est la création d'un prolétariat discriminé et d'une société, je dirais, séparée. Et si elle avait réalisé son rêve de garder l'Algérie française, il y aurait maintenant 45 millions de citoyens de seconde zone en France, n'ayons pas peur de le dire. En aucune façon, l'Algérien est un Français, en aucune façon, le Français est un Algérien. Quand je parle, bien entendu, de l'autodétermination de l'Algérie, comme le droit à l'autodétermination du peuple français. Dans les conditions actuelles, alors, sommes-nous prêts à importer des millions d'Ukrainiens encadrés par des groupes nazis? Elle fait déjà ça en Espagne, apparemment, selon les chiffres qui sont donnés. Historiquement, on constate que les militants d'extrême droite, symptomatiquement, se recrutent très souvent parmi les cadres des expatriés en Afrique et dans les directions du personnel de l'industrie, sans parler des syndicats jaunes qui
qui sont en contact avec, je dirais, ou direct avec la main-d'œuvre immigrée et organisent son exploitation. Les communistes ou les vrais marxistes devraient, quant à eux, défendre la politique migratoire qui permettrait l'intégration, la meilleure, des immigrés déjà présentes et de leurs enfants à la nation française, en s'attachant à une des règles d'autorité qui seraient imposées pour tous, et plus précisément concernant les ouvriers qui sont largement majoritaires dans l'immigration, et leur intégration à la classe ouvrière, ce qui ne peut se faire que dans la lutte commune pour les intérêts communs de tous les travailleurs. Mais pour cela, il faut déjà redéfinir ce que est la classe ouvrière. Ralentir ou faire cesser provisoirement l'immigration est nécessaire pour améliorer l'intégration. Aux États-Unis, par exemple, ce sont précisément les lois contre l'immigration de 1919, pourtant destinées à préserver le pays de la contagion révolutionnaire, qui ont relancé involontairement le processus d'intégration des Noirs américains au monde du travail industriel et de grandes métropoles, préalable à leur émancipation relative dans les années 60. Une mauvaise intégration massive, avec son corollaire de pauvreté, avec sa reconnaissance communautaire et identitaire, marqué à ça doublé d'un échec scolaire, de chômage et de ghettoisation, condamne une partie importante des immigrés à devenir un nouveau lumpenprolétariat. Et ce lumpenprolétariat rattrapé par la culture de la mode et la culture de la mondialisation, et qui bien entendu sera sans espoir, qui remplit bien entendu les prisons et nourrit des réactions de racisme ordinaires parmi, je dirais, les Français sans autre identité particulière qui reste largement majoritaire. Et cela est une réalité. Alors, les marxistes dignes de ce nom devraient s'opposer explicitement à la théorie libérale de la libre migration internationale dans les conditions du capitalisme. Et je suis encore manifestement désolé, il y a eu très peu d'immigration ou immigration choisie dans les pays du Comecom et du Pacte de Varsovie. L'immigration telle que nous la concevons aujourd'hui est une des conditions du capitalisme, qu'on le veuille pas, c'est une réalité. Il suffit de voir aujourd'hui dans les pays de l'Est le très peu d'immigration et quel est le continent qui impose à des pays comme la Hongrie ou la Roumanie ou la Tchéquie ou même la Russie qui veut imposer sa doxa de l'immigration. Ce sont bien, bel et bien, les pays de l'OTAN. C'est une réalité. Et donc cela veut dire que les autres pays ayant vécu d'une manière générale sous des démocraties populaires n'ont pas eu cet élément, puisque socialistes, ils n'avaient pas, je dirais, comme condition préalable, le moyen ou, je dirais, l'outil de considérer l'individu comme étant une machine qui peut se passer d'un pays à un autre afin d'y rentabiliser le capital. Alors, bien entendu, revenons aux conditions du capitalisme, qui considère d'ailleurs la nation comme dépassée dans l'ensemble euro-atlantique. Prenons ce que dit Jacques Attali, ou Alain Menck, ou même Milton Friedman, aux États-Unis, cher aux Chicago Boys, et dont l'intégration finalement est inutile. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un ensemble euro-atlantique. Et on finit toujours par s'intégrer à quelque chose. Bien entendu, cette intégration est toujours liée au modèle économique américain, cette fameuse réussite dans l'entrepreneuriat, sans avoir besoin d'avoir une obligation du commun, de ce qui va constituer le terreau important de la nation.
Alors les groupes gauchistes qui considèrent l'intégration à la culture française des immigrés résidant en France comme une forme de colonialisme moral défendent objectivement la place de l'intégration à la culture marchande et du spectacle. Ils ne sont que les abrutis utiles d'un monde où tout doit se capitaliser, et comme disait Jacques Attali, ce qui doit sauter, c'est le verrou de la nation. Alors à l'Occident, sous la conduite des États-Unis, la patrie globale du capital, ou sinon le repli identitaire religieux, bref, à l'empire américain européen, chrétien, ou même, n'ayons pas peur des mots, à une sorte d'entité daéchiste pour les autres. Enfin, des immigrés explicitement anti-français faisant obstacle à l'intégration de leurs compatriotes ou corélégionnaires n'ont évidemment pas leur place dans le pays, soyons honnêtes. Puisque quand ils commettent des actes, je dirais, de vilainie, ils empêchent les autres de s'intégrer et le plus souvent d'être montrés du doigt puisqu'ils ont la même origine que ceux qui commettent tous ces larcins. Ils empêchent de faciliter leur besoin d'appartenir à la nation, mais refusent l'expulsion de mineurs scolarisés qui sont déjà culturellement français de facto. Contrairement aux socialistes, ils ne stigmatisent pas les binationaux et refusent la déchéance de nationalité. Alors, les marxistes tels que j'entends, ou je les entends, n'ont pas de préjugés d'une manière générale, mais ils sont obligés de considérer la situation. Ils refusent le communautarisme musulman et qui enferme les immigrés dans un ghetto mental et renforce de facto le racisme de part et d'autre. Ils refusent de la même manière de cautionner les communautarismes, je dirais juifs, chrétiens, nationaux ou régionaux, fondés sur l'orientation sexuelle. Il faut remarquer qu'à part les gauchistes de tendance libertaire, chers à Kluskar, et les partisans idéologiques du libéralisme économique cohérent avec leurs idées, personne ne défend réellement la liberté de l'immigration et donc tous, gauche comprise, doivent assumer la nécessité de procéder à des expulsions. Une chose qui est fondamentale, les travailleurs immigrés ne peuvent pas s'intégrer à une nation sans patriotisme, où la petite bourgeoisie mondialisée est décervelée, ce que j'ai appelé les bobos, les beaux-tras et les beaux-frus. Ces adeptes des médias mainstream dénigrent sans cesse leur propre pays et déstructurent son propre langage dans l'espoir de complaire à une certaine forme de mondialisation qui n'est qu'un cachex d'un impérialisme économique. Parlons par exemple du nationalisme. Le nationalisme tant reproché aux communistes des années 70 et depuis même le Conseil national de la résistance, ceux qui ont réellement agi est un nationalisme défensif et de libération, et non le chauvinisme imprudent, je dirais, et impudent surtout et grotesque qui accompagne les tendances impérialistes. On ne peut les confondre que par ignorance crasse, ou en usant, je dirais, de la plus complète mauvaise foi. En fin de compte, la différence est claire entre pseudo-nationalisme raciste, prompt à la trahison, et le patriotisme, entre Vichy, pour faire court, et la résistance, je dirais, de Jean Moulin ou d'un De Gaulle, ou même de l'affiche rouge. Alors, les partis, je dirais,
et les politiques libérales de migration qui aident à la dissolution des nations et à la suppression des frontières qu'exige la bourgeoisie, aujourd'hui l'hyperclasse transatlantique, développe dialectiquement une opposition radicale, parfaitement légitime, cohérente avec son intérêt de classe, mais tout est fait en particulier par la promotion médiatique des porte-paroles d'extrême droite ridiculisés, pour que la colère des masses soit récupérée par des mouvements racistes, xénophobes, et ainsi stérilisés et diabolisés, ce qui finalement a cet avantage de les contenir afin qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Le piège est à la fois grossier, certains militants de gauche et d'extrême gauche semblent pourtant bien prompts à y donner, et c'est qu'ils sont de plus en plus intéressés par la posture morale ou par l'imaginaire que par l'action réelle, ou bien elles confondent militantisme politique et aide humanitaire, ou tout simplement qu'ils ne sont pas les révolutionnaires que, en définitive, ils prétendent être. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'était une petite réflexion sur tout ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Je reste dans le théorique pour ne pas faire de commentaires d'actualité. Je pense que les gens auront compris. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.